Pour ne rater aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Le Média pour une nouvelle édition de votre Flash Info version été. Nous sommes le jeudi 29 août 2024 et vous nous regardez sur le canal 350 de la Freebox sur YouTube ou sur notre site internet. Vous êtes plus de 50 000 à avoir signé notre grande pétition pour une répartition plus équitable et plus démocratique des fréquences TNT. Continuez de signer et de partager cette pétition sur tnt.lemediatv.fr. Merci, continuez à nous soutenir même pendant l'été, abonnez-vous, faites-nous des dons, devenez sociétaire, on ne vit que de votre soutien et sans plus attendre, voici le Flash Info du jour signé par la rédaction du Média. En liberté sous contrôle judiciaire, mais chargé comme une mule, c'est ainsi qu'on peut résumer depuis hier, mercredi 28 août au soir, la situation judiciaire en France de Pavel Durov, PDG et fondateur de l'application de messagerie Telegram. Il sera donc jugé pour blanchiment de crimes et délits en bande organisée. Pavel Durov a été mis en examen par un juge d'instruction français. Il est ressorti libre mercredi soir, placé sous contrôle judiciaire. Le milliardaire doit verser une caution de 5 millions d'euros, pointé 2 fois par semaine au commissariat et a interdiction de quitter le territoire français. Un territoire où il était arrivé samedi soir, des enquêteurs l'attendaient à sa descente d'avion au Bourget. Emmené à l'Office national antifraude où il a passé 4 jours et 4 nuits, le patron de Telegram devait répondre de 12 chefs d'inculpation. La justice française lui reproche d'avoir laissé sa messagerie abriter des contenus criminels allant de la pédopornographie à l'apologie du terrorisme en passant par le narcotrafic. Le tout sans imposer de modération et sans tenir compte des avertissements précédents des autorités françaises. Selon le site d'information spécialisé Politico, le frère de Pavel Durov, Nikolai, cofondateur de Telegram, fait lui aussi l'objet d'un mandat de recherche émis par les autorités françaises. Avec la publication des infractions visées au réquisitoire de la procureure Laure Bécure du tribunal judiciaire de Paris, on en sait désormais assez pour dire qu'au-delà des destins particuliers de milliardaires de la tech, quelque chose est en train de se jouer qui fera jurisprudence à la fois pour les défenseurs des libertés et pour les géants de la tech, notamment ceux de la Silicon Valley. C'est de ce double intérêt, voire de cette ambiguïté dont témoigne la diversité des réactions outragées. D'un côté, Elon Musk, le patron de X, ex-Twitter, a publié le hashtag FreePavel et s'est demandé pourquoi Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, n'était pas lui aussi inquiété. De l'autre, Edward Snowden, le célèbre lanceur d'alerte, s'est dit profondément attristé que Macron se soit abaissé au point de prendre des otages pour accéder à des conversations privées, ce qui rabaisserait non seulement la France, mais le monde entier. De fait, la question qui se joue est celle de la pénalisation, voire de la criminalisation des hébergeurs de plateformes collaboratives, qu'elles soient lucratives ou non. Mediapart note par exemple que 5 des 12 chefs d'inculpation qui pèsent sur Durov l'accusent de complicité dans des faits de détention et de diffusion d'images pédopornographiques, de trafic de drogue, de fourniture de matériel de piratage informatique et d'escroquerie en bande organisée. En gros, si une telle interprétation judiciaire prospère, tout hébergeur serait complice d'auteurs de faits présumés délictueux utilisant sa plateforme, sauf s'il acceptait de coopérer avec la justice. Si a priori, on peut approuver ce type de raisonnement quand il s'agit de pédocriminalité par exemple, on doit avoir à l'esprit que le même raisonnement conduirait à dénoncer les personnes piratant des matchs ou des films, voire des dissidents politiques dans de nombreuses dictatures, démocratures et régimes illibéraux qui ne sont pas toujours très loin de nous. Un aspect technique des choses, on rajoute à la complexité, toujours selon Mediapart. Telegram est à la fois un réseau social et une application de messagerie. Dans des boucles, des channels et des groupes, par exemple, le principe de l'irresponsabilité pénale de l'hébergeur est le principe par défaut, sauf dans les cas de signalement de contenu illicite, comme dans les infractions dont il est question dans l'affaire Telegram. En revanche, le principe est celui de l'interdiction de surveillance dans les cas de messages privés.
Il ne faudrait pas que le parquet soit en train d'attaquer une absence de modération des messages privés, a ainsi indiqué à Mediapart Bastien Lequérec de l'association de défense des libertés La Quadrature du Net. L'ombre d'une hyper-modération, voire d'une censure de plus en plus politique des contenus publiés sur les plateformes numériques, plane d'autant plus sur cette affaire Pavel Durov qu'une autre affaire fait du bruit, en particulier aux États-Unis. Tout est parti d'une lettre envoyée par Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, au président de la commission judiciaire de la Chambre des représentants, dans laquelle il avoue que de nombreux contenus liés au Covid-19 avaient été censurés sur Facebook sous pression de l'administration américaine. Mark Zuckerberg rapporte également une manœuvre plus politicienne en 2020. Avant la dernière élection présidentielle américaine, le FBI avait en effet mis en garde Facebook contre une désinformation russe à propos d'un article du New York Post évoquant des faits graves reprochés à Hunter Biden, le fils du président Joe Biden. Du coup, l'algorithme de recommandation de Facebook avait limité la diffusion de cet article. Depuis, il a été clairement établi qu'il ne s'agissait pas de désinformation russe et rétrospectivement, nous n'aurions pas dû rétrograder l'article, écrit aujourd'hui le patron de Facebook, Instagram, WhatsApp et Threads. Nous vous en parlions un peu plus tôt ce mois-ci. Les agents de la PJJ, la protection judiciaire de la jeunesse, ont appris en plein été que leur service allait subir une coupe budgétaire drastique qui équivaudrait à perdre 500 postes de contractuels à la rentrée. La PJJ accompagne 130 000 enfants et adolescents, souvent en très grande difficulté, délinquants parfois violents, afin de favoriser leur réinsertion et de prévenir la récidive, une mission sociale qui apparaît donc de première importance. En grève ce jeudi, les agents de l'institution ouverte 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, étaient mobilisés devant le tribunal de Paris. Notre journaliste Jémile Chandler était sur place. Alors vous étiez déjà en grève à la mi-août, votre direction avait reçu l'intersyndicale le 14 et vous voici remobilisé en grève aujourd'hui devant le tribunal de Paris. Qu'est-ce qui bloque ? Ce qui bloque, c'est que les besoins ne sont pas entendus et respectés et que cet argent servira concrètement, d'après la DPJJ, à payer les primes JOP et d'autres choses, et d'autres frais. L'argent dont vous faites référence là, c'est les 3 millions qui ont été dégelés par le ministère de la Justice et qui ne sera pas utilisé comme le ministère aimerait justement. Vous pouvez l'expliquer ça ? Pourquoi ? Pour peut-être répondre à d'autres commandes insufflées par le gouvernement, je ne sais pas. Je ne comprends pas. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que notre mission régalienne n'est pas entendue, respectée et comprise. Une journée type en fait, d'une personne qui s'occupe de ces jeunes-là aujourd'hui, ça se passe comment ? Un suivi éducatif, du coup, se fait soit sur un lieu de vie, qui s'appelle UHC, qui sont les foyers, soit un lieu privatif de liberté en CEF, soit dans un quartier mineur ou un centre de détention pour mineurs, un SEPM, un centre d'insertion ou encore en milieu ouvert ou en UAT qui sont dans chaque tribunal de France. Notre mission est d'accompagner au niveau pénal mais aussi au niveau civil puisque nous avons le P de la protection de l'enfance dans nos missions, au niveau des besoins primaires, au niveau de l'insertion, au niveau de la santé et au niveau de l'éducatif. Si on n'a plus le temps pour cela, on ne pourra pas répondre à la commande et à la loi. Le risque pour la société en général, puisque c'est cela dont il s'agit, j'imagine, à long terme, c'est quoi à vos yeux si on va dans ce sens-là, de coupe budgétaire, etc. Eh bien, le risque, c'est ce que la justice ne soit pas active, la prise de conscience chez les mineurs ne puisse pas être faite. S'ils commettent un acte de délinquance, qu'ils sont déférés, reçus par un magistrat qui leur signifie qu'il va y avoir toute une mesure judiciaire le long de ces 18 prochains mois, et qu'au final, il n'y a aucune convocation, comment vont-ils se réinsérer? Comment vont-ils ne pas récidiver? Au micro de notre confrère, Cécile Ruiba dénonce un non-sens de la part du gouvernement entre les déclarations et les actions. Depuis un certain nombre d'années, le gouvernement actuel lutte pour convaincre les Français que nous sommes dans un pays insécurisé, que du coup des lois sécuritaires sont mises en place, doivent être appliquées, mais les moyens à ces professionnels qui doivent mettre en place cette loi sont enlevés. C'est incompréhensible. Il y a un non-sens pour vous? Un non-sens total. On ne peut pas prôner et en faire un appel au vote, une publicité pour récolter des voix et d'un autre côté enlever les moyens pour que ce soit mis en application.
Mais en même temps, les moyens sont augmentés dans la répression. Donc c'est peut-être ça la solution. Au niveau des lois. Au niveau des Au niveau lois. de la police aussi. Oui, au niveau de la police, effectivement, le ministère de l'Intérieur est toujours... C'est une autre manière de traiter la question, finalement. Réprimer plutôt que de résoudre la source. C'est vrai. C'est vrai, mais comme je vous l'ai redit, c'est les droits de l'enfant qui ne sont pas respectés. La Convention des droits de l'enfant, je l'ai encore relue hier, on n'y est plus. Nous, la PJJ, on ne pourra plus y répondre. À partir du 1er septembre 2024, dans certains lieux de vie où nous avons des missions propres à ces textes-là. Parmi les personnes mobilisées ce midi devant le tribunal de Paris, dans le 17e arrondissement, plusieurs députés de gauche venus en soutien, notamment l'écologiste Sandrine Rousseau. Là, en fait, il faut bien se rendre compte que sans gouvernement, c'est toute la démocratie qui est à l'arrêt, et notamment la démocratie parlementaire. Par exemple, sur la situation d'un jeune en très grande difficulté, dont on soupçonne que s'il n'est pas correctement accompagné, eh bien, il pourrait rentrer dans un cycle dangereux pour lui et pour la société. Eh bien, en fait, on n'a aucun moyen d'interpeller un ministre aujourd'hui. Même, en fait, il faut bien se rendre compte que, par exemple, le logiciel sur le site de l'Assemblée nationale qui nous permet de poser des questions au ministre, aujourd'hui, n'est pas accessible, il est fermé. Donc en fait, on n'a aucun moyen d'interpeller qui que ce soit. Pourquoi c'est aussi important pour vous d'être là aujourd'hui dans cette manifestation qui est somme toute un peu sporadique avec d'autres élus autour de vous? Parce qu'en fait, la situation de l'enfance en danger est vraiment le parent pauvre, le déni, le point aveugle. Alors c'est pas le seul, il y en a d'autres, mais celui-là il l'est quand même particulièrement. C'est vraiment, il faut comprendre que quand des familles sont défaillantes, eh bien l'État devient le parent de substitution d'un enfant, et aujourd'hui c'est un parent maltraitant, c'est un parent indigne financièrement, en accompagnement, etc. Et en fait aujourd'hui on s'intéresse à l'enfance uniquement quand il y a des faits divers, c'est-à-dire quand il y en a un qui a pété un câble, qui a été violent, et là on dit qu'il faut l'enfermer. Mais en fait on ne peut pas se contenter de cette réponse-là. Enfin vraiment ce sont des enfants, et donc il faut aussi s'interroger sur pourquoi il en est arrivé là, et quel est son parcours, et quelles ont été nos défaillances pour qu'il en arrive là. Et ça, moi j'aimerais vraiment réussir à mettre dans l'actualité la question de l'enfance, parce qu'il y a un sujet mais énormissime, et aujourd'hui c'est très difficile parce que c'est très compliqué de trouver des médias qui s'y intéressent. Merci à vous. D'autres mobilisations comme celle-ci ont eu lieu ce jour en province, où des magistrats, des avocats et des députés se sont déplacés en soutien, par exemple à Toulon, Nîmes, Toulouse, Arras ou encore Lyon. Néanmoins, la situation conflictuelle semble bloquée entre la direction de la PJJ et ses agents, à l'instar du blocage institutionnel et politique dans le pays. À suivre. La planète telle que nous la connaissons continue de se dégrader, en mer Méditerranée en particulier. Cet été, les températures de l'eau ont atteint des records de chaleur. Vous avez d'ailleurs un ami corse ou qui est allé en Corse et qui vous a parlé de la température de l'eau et d'une baignade rendue quasiment impossible par le nombre toujours plus impressionnant de méduses. 28,90 degrés, c'est la température médiane enregistrée en Méditerranée cet été, dans l'eau bien sûr. Elle était de 28,71 degrés l'an dernier à la même période. Des pics dépassant les 30 degrés ont même été atteints en Corse justement, à Porto Vecchio. Il faut savoir que cette mer est considérée comme un hotspot, c'est-à-dire que le réchauffement y est 20% plus rapide que la moyenne mondiale. Et ce sont les espèces marines qui pâtissent le plus de ce réchauffement. Le réchauffement et l'acidification des océans menacent des écosystèmes iconiques de la Méditerranée, tels que les herbiers de Posidonie ou le coralligène, sorte de récif d'algues calcaires qui ressemble à du corail. Alerte le CNRS. Si la Méditerranée ne représente que 0,7% de la surface des mers et océans du monde, elle abrite en revanche 18% de l'ensemble des espèces marines. Sur la Terre, le littoral risque d'être moins tempéré et les épisodes de forte intempérie risquent aussi de se multiplier, ce qui est déjà en train de se produire. Combiné aux épisodes de sécheresse, c'est aussi l'agriculture qui risque de devenir plus compliquée. Bref, la situation est alarmante, mais selon nos confrères de Contexte, pas de quoi inquiéter notre gouvernement démissionnaire, entre guillemets, qui a demandé au ministère de l'écologie, sous l'impulsion de Gabriel Attal, de réduire de 60% le fonds vert du ministère de la Transition écologique, faisant passer son budget de 2,5 milliards d'euros à 1 milliard d'euros. Mais puisque l'on vous dit qu'ils sont démissionnaires.
Merci à vous d'avoir suivi ce Flash Info de l'été du média. Vous le savez, malgré le sérieux de notre dossier et le soutien du public, le média n'a pas été sélectionné par l'Arcom pour être diffusé sur la TNT. Nous avons donc engagé un recours. Vous êtes déjà plus de 50 000 à avoir signé notre grande pétition pour une répartition plus équitable et plus démocratique des fréquences TNT. Signez et partagez là sur tnt.lemediatv.fr. C'est vous qui permettez l'existence d'une info libre et indépendante des forces politiques et de l'argent en soutenant notre antenne. Continuez à nous soutenir en devenant sociétaire de notre coopérative ou en nous faisant des dons ponctuels ou mensuels. Rendez-vous dès maintenant sur tnt.lemediatv.fr. Belle soirée, belle journée sur le média.